Certains métiers engagent fortement le corps et l'esprit. C'est le cas de celui de Victor Morin, qui est comportementaliste animalier et éducateur canin. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son quotidien, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Victor. Bonjour. Quand vous aviez 8 ans, vous avez croisé le regard d'un loup. Pourquoi cette expérience vous a-t-elle donné envie de devenir éducateur canin et comportementaliste animalier ? Alors non, moi je voulais travailler avec les loups. Voilà, ça m'a donné envie de travailler avec les loups. Mais la communauté adulte tout entière m'a dit non, c'est pas possible. Si j'avais été un tout petit peu plus intelligent, je me serais rendu compte qu'il y avait des soigneurs animaliers qui travaillaient avec des loups, en fait, ce jour-là. Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler avec des chiens. La communauté adulte tout entière m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit coucou les amis, j'ai une tante qui est éleveuse de chiens, donc c'est possible. Donc j'ai commencé à me former en tant qu'éleveur de chiens. J'ai très vite rencontré des problèmes d'éducation, des problèmes de comportement, des problèmes de gestion des chiens. Donc je me suis retrouvé dans un énorme élevage qui faisait pension canine, puis j'ai commencé à me former en éducation canine, j'ai exploré le monde du dressage, j'ai exploré un petit peu tout et je me suis retrouvé à étudier l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement de l'animal. Et c'est là que je me suis retrouvé engagé dans des recherches en éthologie, des recherches en comportement. Ça a été l'emballement où j'ai commencé à travailler avec des scientifiques du comportement, j'ai commencé à travailler avec des loups, j'ai commencé à travailler avec un petit peu tout, donc avec des éléphants, avec un petit peu tout, voilà. Pour exercer votre métier, vous dites qu'il faut savoir se placer en leader. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Quand j'arrive chez un client, la plupart du temps, ils sont en détresse. Il y a 2 jours, une cliente, quand je suis arrivé, elle a poussé un soupir, elle m'a dit « Heureusement que vous arrivez ». Là, moi, je dois prendre les choses en main. C'est moi qui dois prendre les choses en main, je dois guider la cliente et je dois travailler, je dois prendre les choses en main. Je dois régler son problème, c'est mon boulot. Je dois comprendre et régler son problème. Parfois, je tombe sur des chiens qui sont hors de contrôle, voire carrément dangereux. Quand ça arrive, si je m'incline, si je ne me place pas en leader, si je me laisse marcher dessus, je suis en danger. Donc là, je dois vraiment être déterminé, je dois être capable de m'imposer pour sécuriser la situation. C'est une simple question de sécurité dans ces situations-là. Avec un chien, c'est le plus patient et c'est le plus déterminé qui l'emporte. Si j'ai aucune patience, le chien il va soit m'envoyer balader et il va aller jouer, soit il va pas travailler, il va pas vouloir travailler, soit il va m'attaquer pour certains chiens. Donc c'est le plus déterminé qui l'emporte. Si j'ai pas la détermination de le faire grimper dans la voiture, la plupart du temps les chiens qui sont pas si dociles ils vont pas monter. Si je suis déterminé, c'est toi tu vas monter en voiture, il va monter en voiture. Je dis souvent aux clients, n'essaie pas, soit tu fais, soit tu fais pas. Vous êtes comportementaliste animalier. Est-ce que toutes les races de chiens ont les mêmes comportements et réactions ? Bien évidemment que non. Alors certains vont vous dire un chien c'est un chien. On aura raison. Un terrier c'est pas la même chose qu'un berger. Un terrier c'est fait pour creuser, c'est fait pour aller dans les terriers, pour récupérer les proies à la chasse, pour récupérer les renards, les lapins, etc. Un berger c'est fait pour le troupeau. Donc on va avoir le berger qui va garder le troupeau, le berger qui va conduire le troupeau, le berger qui va défendre le troupeau. Donc évidemment on a 2 chiens différents. Un labrador et un berger malinois, c'est pas du tout pareil. Un labrador, c'est fait pour rapporter le gibier, sans lui faire de mal. Donc ça doit pas vraiment abîmer le gibier, ça doit juste le rapporter. C'est des chiens de famille, les labradors. Mais les miennes, on les met sur le canapé, elles bougent plus. On pourrait faire ça toute la journée. Alors que le berger malinois, on est un peu plus sur du guerrier, qui est fait pour foncer, qui est fait pour mordre, qui est fait pour la défense. On a des similitudes, parce que le chien, c'est une espèce. Donc oui, on a des similitudes, mais tout est différent. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on appelle le sourire canin ? Ça c'est rigolo. Donc c'est pas tous les chiens qui ont ça. Il y a certains chiens, donc c'est principalement valable chez les Golden Retrievers par exemple, qui ont réalisé que quand on sourit, on étire la bouche, on ouvre la bouche et on monte les dents. Ça c'est le sourire chez nous, c'est quand on est content. Donc les chiens ils ont réalisé ça. Normalement quand ils montent les dents, les chiens c'est un avertissement, c'est attention je vais vous mordre. Là donc c'est un comportement qui est très particulier, c'est pas du tout la même chose, ils vont essayer d'étirer, ils vont essayer de faire un sourire. En fait, c'est pour nous apaiser, c'est pour nous faire plaisir. Et ça marche parce que ça nous fait sourire et parfois ça nous fait même rire. Vous êtes parfois appelé pour des cas de chiens agressifs qui peuvent mordre. Comment faites-vous pour gérer ces situations ? On met en place un protocole. Donc c'est une situation qui est dangereuse. Il faut bien avoir conscience que le chien, c'est un prédateur. Ça peut mordre, ça peut faire très mal. Et il y a même des individus qui sont extrêmement dangereux qui peuvent tuer. J'en ai déjà rencontré. Ces individus-là, on va mettre en place un protocole pour sécuriser la situation. Quand j'arrive, le chien est en muselière et en laisse.
Si j'arrive et que le chien n'est pas dans ces deux conditions-là, moi je ne viens pas, je n'interviens pas chez le client. C'est la règle, c'est obligatoire. Muselière plus laisse. La laisse, que c'est le client qui va la tenir, c'est pas moi. Ou le chien est enfermé dans son enclos, un enclos où il ne peut pas sortir de l'enclos. Je vais prendre des précautions. Donc là, par exemple, j'ai un pantalon qui est épais, qui est noir. Pour une journée caniculaire comme aujourd'hui, c'est peut-être pas logique. Mais quand on a affaire à un chien qui mord, il vaut mieux avoir un pantalon qui est bien épais plutôt que d'avoir les jambes nues, d'avoir un petit short tout léger. Et on va mettre tout un tas de gestes. Donc par exemple, là j'ai une casquette. Quand j'ai pas mon sac à dos, je vais l'enlever, je vais le mettre en bouclier. Et le chien, il va s'acharner sur mon sac à dos au lieu de moi. Je vais mettre ma veste entre nous, entre moi et le chien. Ou ma casquette. Donc je préfère que le chien il s'acharne sur ma casquette. Donc je vais enlever ma casquette et je vais la mettre entre moi et le chien. Comme ça le chien il s'approche pas trop de moi et il va attaquer ma casquette avant de m'attaquer moi. Et là j'ai le temps de récupérer le chien au collier, de me réfugier dans ma voiture ou dans une autre pièce. Avec les chiens, chaque mouvement de notre corps compte. Quels sont les gestes à ne pas faire? Alors évidemment on va pas taper. On va éviter de faire des gestes brusques, surtout quand on ne connaît pas le chien. Mon chien de travail qui est très gentil, si vous faites des gestes brusques, c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se poser la question qu'est-ce qui va se passer si c'est le mauvais geste brusque dans le sens je vais taper. Il n'est pas impossible qu'il vous retourne un coup de dent. Ça c'est pas impossible. On va éviter de mettre la tête au-dessus de la main du chien. S'il y a quelqu'un qui fait 2,50 m là, qui arrive et qui met la tête au-dessus de vous et qui se penche au-dessus de vous, à mon avis vous n'allez pas trop apprécier. On ne va pas s'approcher trop près. Ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'on a tous un petit territoire portatif. C'est-à-dire que c'est une zone, si je m'approche trop près de vous, vous allez être mal à l'aise. Là, on va faire la même chose, on va rester un petit peu à l'écart. Donc on ne va pas s'imposer. On va éviter aussi de toucher certaines parties sensibles. Donc il y a des chiens, ils vont pas accepter qu'on leur touche les oreilles, qu'on leur touche les coussinets, qu'on leur touche la queue ou qu'on les touche sous les pattes arrière. Ils vont pas accepter. Tout ça, c'est des questions de respect, tous ces petits gestes qu'on va faire attention. Est-ce que, si vous étiez à la place du chien, ça vous plairait que je vous touche là? Je suis pas sûr. Voilà. Alors on va peut-être éviter de le toucher au niveau du cou, on va le toucher plutôt au niveau de l'épaule, avec la main qui va être, la paume de la main qui va être tendue vers le haut. Voilà. Et là, je vais approcher, je vais toucher vers l'épaule. Donc avant de le toucher, on va présenter sa main au chien, on va le laisser renifler notre main et après, on va voir si on peut le toucher ou pas et on va faire attention aux réactions du chien. Donc chacun de nos gestes doit être proportionné. On doit faire attention à comment le chien réagit à notre geste. En tant qu'éducateur canin, vous faites souvent face aux mêmes erreurs. Quel type de maladresse font vos clients le plus souvent? C'est considérer le chien comme un enfant. Le chien, c'est pas un enfant, c'est un chien. Donc c'est un canidé, c'est un prédateur, c'est absolument pas un enfant, donc c'est absolument pas un primate qui est dans la phase d'enfance. Donc quand on a devant soi un labrador qui a 2 ans, c'est un rapporteur de gibier, c'est un chien de chasse adulte. Même si Michel le Chafussien nous explique qu'il n'y a pas de labrador adulte, parce que ce sera toujours des gamins. Souvent les clients appliquent les conseils sans réfléchir. J'ai des clients qui m'ont appelé, c'est un couple d'hommes qui m'ont appelé pour un berger australien qui avait très très bien compris comment les faire tourner en bourrique. Et en fin de séance, ils me disent écoutez, on a un problème. Quand on veut faire un câlin dans notre chambre, le chien il vient. Comme très régulièrement, j'ai eu un petit moment d'arrêt où j'ai dû enlever mes lunettes et prendre le temps de digérer la demande du client. Et je lui dis est-ce que le chien a le droit d'entrer dans votre chambre? La réponse du client c'est non. Là, je vais poser une autre question. Là, la réponse des 2 clients, ça a été « Ah bah oui, merde, on n'a pas pensé ». La question, c'était la suivante. Est-ce que vous avez pensé à fermer la porte? Et la réponse a été « Ah oui, mais on n'en a pas pensé ». Et souvent, les clients, ils vont pas réaliser que leur mode de vie n'est pas forcément adapté. Donc, quand on a 80 ans, on va pas prendre un chiot berger allemand. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est arrivé, il y a 2 jours, ça m'est arrivé. Et puis, les clients, ils attendent. Ils attendent, et moi j'arrive, le chien a 5 ans, le problème ça fait 5 ans qu'il est là, et on veut que je fasse disparaître le problème. Je fais pas de magie. Ce que vous préférez dans votre travail, c'est de voir les chiens progresser. Quelle est votre plus belle victoire? C'est la princesse Leia. Leia, c'est une berger d'Anatolie. Donc une berger d'Anatolie, c'est chien de défense de troupeau. Donc défense de troupeau, ça veut dire que quand le loup attaque le troupeau, le berger d'Anatolie, il va au combat pour défendre le troupeau, avec toute la signification que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est du chien dangereux. Donc Leia, elle faisait 70 kilos. 70 kilos, c'est un monstre, elle est plus lourde que moi, elle fait 20 kilos de plus que moi. Quand elle est arrivée en pension chez moi, elle est arrivée avec une propriétaire qui avait la trouille, elle est arrivée avec le collier électrique. Le propriétaire qui avait la trouille, qui voulait pas lâcher son chien, ça a été vraiment pas drôle. J'ai expliqué à la propriétaire qui était sa chienne, j'ai mis en place tout un travail au niveau de la pension avec cette chienne.
Et au bout de... Alors moi, le collier électrique, finalement, je le mettais, mais je l'activais pas, j'oubliais même qu'il était là. Donc voilà, puis des fois, j'oubliais de le mettre. Au bout de 2 ans, la cliente, en fait, elle pouvait mettre sa chienne à la maison. Elle pouvait emmener sa chienne avec elle un peu partout. Ça se passait très bien. On n'avait plus besoin du collier électrique et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait une princesse. Donc elle avait effectivement une chienne qui était dangereuse, mais avant tout, c'était une princesse. Pour vous donner une idée, quand elle venait en pension, Léa, il fallait la mettre toujours dans le même box avec son matelas et sa couverture, s'il vous plaît. Il fallait jamais mettre de chauffage, il fallait mettre le seau d'eau et la gamelle au même endroit. Sinon, elle n'était pas contente, elle voulait pas rentrer. Elle était d'accord pour être avec les mâles, mais il fallait que ce soit un mâle de son gabarit et il fallait surtout pas que le mâle partage son box. C'était une chienne qui était effectivement dangereuse, mais avant tout, c'était une princesse. Et sa gardienne, sa propriétaire, elle a fini par le comprendre. Et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Léa, elle est passée de son chenil à l'extérieur au canapé, sans collier électrique. Certains cas peuvent être compliqués. Quelles sont les situations qui ont pu vous mettre en difficulté ? C'est arrivé l'année dernière. Un client qui m'appelle pour un malinois, alors lui, il avait tout faux. Ce monsieur, il avait tout faux. Il était dans une situation psychologique très compliquée, une situation physique où il était très malade, il habite dans un tout petit appartement et il nous a pris un malinois de travail. Quand je suis arrivé, le chien était extrêmement agressif et monsieur n'arrivait pas à contrôler son chien et monsieur m'a lâché le chien dessus. J'ai dû utiliser des gestes d'autodéfense avec toute la signification du terme, des gestes d'autodéfense pour me protéger et éviter de devoir aller à l'hôpital. J'ai dû me réfugier dans ma voiture. Parce que ce chien était là, était venu pour m'attaquer. Et après, ça va être les clients qui n'acceptent pas mon avis, n'acceptent pas ce que je leur dis, qui n'acceptent pas de se remettre en question. Donc c'est arrivé un cuisinier, un peu comme Etchebest, vraiment le même gabarit, le même caractère. Pourtant j'aime beaucoup Philippe Etchebest, mais c'est vraiment le même gabarit, même caractère. Et monsieur n'arrivait pas à comprendre qu'en fait il faisait peur à sa chienne. Je dis calmez-vous. Monsieur n'a pas réussi à l'accepter et je me suis fait mettre dehors, manu militari. Certains propriétaires de chiens peuvent avoir du mal à se remettre en question ou bien être en grande difficulté. Comment gérez-vous la relation avec eux ? Moi j'ai une philosophie qui est très simple, c'est que c'est pas mon chien, c'est pas mon problème. C'est une philosophie qui peut paraître cruelle et qui peut paraître très dure. Simplement, moi les problèmes, je vais les régler très vite. C'est-à-dire en quelques minutes, je vais stabiliser la situation, je vais sécuriser la situation et parfois ça me prend quelques secondes de régler le problème. Donc il y a 2 jours, voilà, le petit berger allemand de 8 mois, j'ai dit écoute mon pote, tu vas venir ici, je vais te prendre en laisse et tu vas rester à côté de moi. Bizarrement, ça a réglé tous les problèmes. En quelques secondes. À partir du moment où il était en laisse, après le moment où je me suis posé sur ma chaise, où les problèmes étaient réglés. Moi, quand j'arrive, les problèmes, je vais les gérer. Parce que quand je m'en vais, le client, il est toujours dans la panade. Donc moi, j'ai pas d'hésitation à être franc, j'ai pas d'hésitation à bousculer les clients et j'ai pas d'hésitation à les abandonner s'il le faut. C'est arrivé avec une cliente où je lui ai dit, écoute, t'as pas besoin de moi. Faut juste que tu réalises que le problème, c'est toi, que le problème, c'est ça, et quand tu auras compris ça, tu vas te rendre compte que t'as besoin de personne. Débrouille-toi. Bizarrement, elle a pleuré pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, elle s'est prise en main et elle a réglé son problème toute seule. Et je vais faire en sorte de générer des prises de conscience. Donc quand il y a une situation dangereuse, je vais bousculer les clients jusqu'à ce que le client comprenne qu'il y a un danger. Je vais expliquer au client qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et ensuite je vais l'accompagner pour le rendre compétent. Comme c'est pas mon chien, pas mon problème, je vais faire en sorte que le client soit capable de régler son problème tout seul. Ça veut pas dire quand j'estime que le travail est fait, je suis plus là, je suis toujours là, mais je vais pousser le client à faire le travail lui-même. Ça fait des années que je fais ça, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Vous aimeriez débuter un élevage de labrador. Pourquoi choisir cette race de chien ? C'est une race de cœur, c'est une race qui est très facile, c'est des amours. C'est très facile parce que souvent en élevage, quand on a une femelle en chaleur quelque part, ça crée des conflits, ça peut créer des bagarres, ça peut très vite être n'importe quoi avec le labrador. C'est pas un souci. Les mâles peuvent commencer à se bagarrer, etc. Avec un labrador, ça peut chouiner et ça peut être un petit peu... mais c'est pas un problème. Les chiots sont très faciles à élever. Et c'est des chiots qui vont pas me faire du mal. C'est-à-dire que quand je vais prendre un bain de bébé labrador, je vais pas me retrouver avec des morsures, des vêtements déchirés partout. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça se vend bien, ça se travaille bien. Je ne fais pas d'élevage de labrador parce que les conditions de normes actuellement, les conditions de normes européennes et qu'on nous impose en France, ne me permettent pas de faire le travail de qualité que je voudrais faire. Un de vos projets est d'ouvrir un refuge à votre façon. En quoi serait-il différent des autres refuges ? Alors moi je trouve anormal qu'un refuge ce soit en réalité un lieu de stress où il faut absolument sortir les chiens le plus vite possible de là. Je trouve que c'est pas normal que les conditions de détention en refuge, en fait c'est comparable à des prisons, c'est des rampes de chenil où on va mettre un chien par box. Des box les uns à côté des autres et en fait on a 3 murs, un plafond et une grille de chenil. Alors souvent on n'a même pas la possibilité de se mettre à l'abri du froid dans un bâtiment.
C'est juste un plafond en fait et 3 murs. Voilà. Moi je trouve que c'est pas normal. Parce que souvent c'est des conditions qui sont bien pires que les conditions dans lesquelles le chien a été arraché sans demander l'avis du chien et parfois de manière totalement illégitime, parce que quand on commence à s'intéresser à l'opinion du chien, on s'aperçoit que la majorité des saisies sont des bêtises et que ça sert à rien en fait. Ces conditions-là, ça génère des problèmes de comportement chez les chiens, c'est ça qui génère les problèmes et qui les aggrave. J'ai un ami qui s'appelle Yves van der Stocken en Belgique, il a démontré que des chiens extrêmement dangereux, extrêmement agressifs, il suffisait de les enlever des conditions de rampe de chien et de les mettre dans des conditions normales ou un petit peu plus bienveillantes, un petit peu plus de réel bien-être. Bizarrement, les problèmes disparaissent dans la minute. Ça a été prouvé. On les sort des rampes de chenil, on les met dans des parcs avec un chalet avec l'humain pas loin ou à la maison, le problème disparaît dans la minute. Conclusion, c'est les rampes de chenil et les refuges industriels le problème, c'est pas les chiens. À mes yeux, je pense qu'un chien qui arrive en refuge, il ne devrait plus avoir besoin d'en sortir, on ne devrait plus avoir besoin de se plaindre pour dire « mon chien il doit partir de là, mon chien doit être adopté le plus vite possible ». Je pense qu'un chien qui arrive en refuge, le refuge, ça doit être un lieu de soulagement. Dire « t'es arrivé en refuge, t'es sauvé, t'as plus besoin de partir de là, c'est fini ». Bienvenue, repose-toi, on va te guérir psychologiquement, on va te guérir physiquement et si tu passes toute ta vie dans mon refuge, c'est pas grave. Si ça fait 8 ans que t'es là et que t'as eu aucune demande d'adoption, c'est pas grave parce que t'es heureux ici. Donc je pense que aller en refuge, adopter en refuge, ça devrait pas être « je vais sauver un chien du refuge », ça devrait être une chance. C'est-à-dire que c'est pas il faut absolument sortir tous les chiens du refuge, non. Donc moi les portes ouvertes où on arrive au refuge et puis bon bah voilà, vous partez avec un chien, je trouve que c'est pas normal. Moi j'ai adopté un chien en refuge il y a pas longtemps. Le refuge il sait rien de moi. Ils savent pas qui je suis. Ils savent pas où j'habite. Ils savent pas dans quelles conditions leur chien vit. Ils savent pas. J'ai payé mon chien. N'achetez pas adopter, ça n'existe pas. Quand on va au refuge, on paye le chien. Donc j'ai payé mon chien. On m'a forcé à le castrer. Que moi, les conditions à la maison fait que le chien soit castré ou pas, ça change rien. De toute façon, il fera pas de bébé. Puis il suffit de récolter la semence avant la castration, de la congeler pour quand même faire des bébés derrière. Donc on m'a forcé à le castrer, j'ai payé mon chien. Et quand je suis allé adopter le chien, je n'ai même pas eu le droit à une croquette. J'ai pas le droit à une seule laisse. On m'a donné le chien et c'est tout. Moi, je trouve que ça, c'est pas normal. Je connais des éleveurs de chiens qui passent 4 heures avec les clients le jour de l'adoption. Le chien de travail que j'ai adopté en Italie, l'éleveuse, elle se moque de savoir qu'on est à 2000 km. On vient une première fois pour faire connaissance, on vient une seconde fois pour choisir le chiot, et on vient une troisième fois pour récupérer le chiot. Ça, c'est des conditions normales. Vous aimez écrire des livres, qu'est-ce que cela vous apporte ? Moi, j'effectue des recherches en éthologie, donc en sciences du comportement animal. Donc je cherche à comprendre l'éducation qui est apportée aux jeunes animaux par les parents ou par les individus éducateurs, parce que c'est pas toujours les parents qui éduquent les petits. Donc je cherche à comprendre ça. Donc principalement chez le canidé, donc ça va être le loup, le lycaon, le renard, le chien, mais ça peut être d'autres espèces. Donc dès que j'ai l'occasion d'étudier d'autres espèces, je vais étudier d'autres espèces. Donc j'ai étudié un petit peu l'éléphant, j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu les chats, un petit peu les lions, un petit peu les ratons laveurs, plein d'autres espèces. Ça me permet de déposer mes pensées par écrit et ça me permet surtout de les partager à tout le monde. Pierre Jouventin, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est un éco-éthologue, donc c'est un chercheur en comportement. Il a été directeur de recherche pendant 40 ans en CNRS, donc moi j'ai eu la chance de travailler avec lui, j'ai eu la chance de passer du temps dans sa salle de travail. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit que c'était complètement idiot de faire des recherches, d'apprendre quelque chose et de ne pas le partager derrière. Ça, c'est idiot. Il faut le partager. Pour finir, petit conseil à celles et ceux qui souhaitent adopter un chien. Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire quand on accueille un chiot chez soi ? C'est pas un cadeau de Noël. C'est une quête d'adopter un chiot. On va réfléchir. Est-ce que je suis capable d'adopter un chiot ? Est-ce que les conditions dans lesquelles je vis, ça fonctionne ? Est-ce que j'ai une maison qui est adaptée ? Est-ce que j'ai un mode de vie qui est adapté ? Alors, évidemment, voilà, moi, l'élevage de labrador, par exemple, je vais préférer vendre un labrador à un Parisien qui vit dans un 33 mètres carrés mais qui fait du télétravail qu'à un monsieur qui a 5 hectares mais qui travaille 12 heures par jour. Dans le studio, il va être heureux. Dans 35 hectares, il va pas être heureux. Pas du tout. On va réfléchir un petit peu, c'est une quête. On va chercher son chien. On va chercher le bon élevage. On fait attention à l'élevage. Les élevages industriels, on en a plein. Les bons élevages en France, c'est de plus en plus rare. Donc on fait très attention à l'élevage, on fait très attention aux chiots, on fait un petit peu attention aux parents aussi. On va pas adopter trop vite. Ce qui est très important quand le chiot arrive à la maison, c'est... Alors, nul n'est censé ignorer la loi,
pardonnez-moi les juristes et les avocats, ça c'est un truc qui ne fonctionne pas. Si on m'explique pas la loi, moi je peux pas la respecter. Si on m'explique pas les règles du collège, si on me fait pas lire le règlement intérieur du collège, je ne peux pas respecter le règlement intérieur du collège, je ne le connais pas. Donc il y a des règles de bon sens évidemment, mais le chiot qui commence sa vie ne connaît pas ces règles de bon sens. Donc il faut lui expliquer. Quand le chiot arrive, les règles elles sont déjà là, hein. Donc les règles elles lui tombent dessus, donc il va falloir tout lui expliquer. Donc c'est beaucoup de travail, donc il faut prendre un petit peu de temps avec le chiot et lui expliquer toutes ces règles. On ne fait pas le coup des réunions de famille tout de suite. Le lendemain, il n'y a pas de réunion de famille. 3 jours plus tard, non plus. La cliente qui a adopté son chiot le matin et qui était en fête d'anniversaire l'après-midi, elle a tout faux. On emmène le chien à la maison et on lui fait découvrir son quotidien. L'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est je découvre la vie, on m'explique la vie. On va pas trop le chouchouter. C'est un chiot, c'est un bébé, mais c'est pas une peluche et c'est pas un nourrisson. Je découvre le monde, donc on va pas trop le chouchouter, on va le laisser faire ses propres expériences. On va pas être trop strict non plus. C'est pas un prisonnier qu'il faut surveiller parce qu'il sort de prison, là, il a fait 30 ans de prison. Non, voilà, on va pas être trop strict non plus. C'est un chiot, il sait pas, il connaît pas. Donc c'est pour ça que le maître mot, c'est je vais lui expliquer. On n'hésite pas à lui mettre une laisse tout de suite. C'est pas grave, une laisse. On peut le faire dormir dans notre chambre, c'est pas un problème. Moi, j'aimerais bien que ça devienne pas une habitude. Il doit y avoir la zone de l'humain, il doit y avoir la zone du chien, il doit y avoir la zone commune. L'erreur à surtout pas faire, alors moi ce que je vais vous dire là, moi ça me sort par les trous de nez, ça m'énerve. Quand j'arrive chez les clients et que je vois ça, moi je vous corrige immédiatement et je vous engueule direct. Quand le chien est dans son panier, sur son tapis, dans sa cage, dans son parc, il est chez lui. On va pas l'embêter. Je ne veux voir personne dans la cage du chien, dans le panier du chien, je veux même pas voir un pied. Si votre chien vous mord parce que vous êtes venu l'embêter dans votre panier, moi je vais vous dire c'est bien fait. Le chien il avait raison. Donc moi je vais vous engueuler par-dessus derrière. Quand le chien est dans sa zone à lui, on le laisse tranquille et on lui explique tout de suite. Donc la zone du chien, il faut la mettre en place avant l'arrivée du chien. Elle doit être dans une zone qui doit être paisible. On la met pas à côté de la porte d'entrée. On va pas la mettre en plein milieu ou vraiment dans une pièce qui est très vivante. On va la mettre sous l'escalier, par exemple. On va la mettre dans un endroit qui est calme, qui est tranquille, qui est au frais, où le chien va se sentir bien. Pas où l'humain imagine que le chien va se sentir bien, là où le chien va se sentir bien. C'est complètement différent. L'erreur qu'on va faire aussi, c'est de prendre des décisions pour le chien en s'imaginant que le chien va se sentir bien là. Non, il faut se mettre à la place du chien. Est-ce que moi, en tant que chien, je me sens bien là? Ça fait des mois que j'ai pas lavé les tapis des paniers de mes chiens. Je vais les laver quand ça va sentir le phoque, qu'il y en a un qui va me vomir dessus ou qui va me faire une diarrhée dessus. Mais je n'y touche pas. C'est chez le chien. C'est le panier du chien. C'est le repos du chien. C'est le lit du chien. Merci à Victor Morin d'avoir répondu à nos questions sur le métier d'éducateur canin et de comportementaliste animalier. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe 5e C du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.